Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Alors, un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des courtiers immobiliers et des courtières immobilières. Et j'ai le bonheur de recevoir Mathieu Dufresne, courtier ou agent immobilier. Alors Mathieu, ça va bien? Ça va bien vous-même. Ça va bien, merci. Tu peux me tutoyer? On va commencer comme ça, parfait. Alors dans tes mots, qu'est-ce qu'un courtier immobilier, s'il te plaît? Un courtier immobilier ou un agent immobilier, c'est quelqu'un qui va t'aider dans la vente ou un achat d'une propriété. Donc, n'importe quel secteur, si tu désires de t'acheter une propriété, ben ça va être la personne qui va te donner toute l'expertise ou toute l'information nécessaire pour acheter une propriété ou pour vendre une propriété aussi également. Très bien. Maintenant, moi, je vais donner la définition selon le site monemploi.com. Donc, un courtier immobilier ou une courtière immobilière, c'est une personne qui agit à titre d'intermédiaire pour vendre ou louer des maisons, des commerces, des bureaux ou d'autres biens immobiliers. Mandatée par des propriétaires désireux de vendre ou de louer leur propriété, elle se charge de trouver des acheteurs ou des locataires, de leur faire visiter les lieux et de leur fournir tous les renseignements utiles. Inversement, elle peut être chargée par des acheteurs ou des locataires de trouver la propriété convenant à leurs besoins. Elle se tient au courant des offres et des demandes relatives à son secteur, s'efforce d'aider efficacement ses clients dans leur démarche et s'assure que les transactions effectuées soient de nature à satisfaire les deux parties. Donc, voici une bonne définition à ce moment-là. Moi, c'était court et C'est chouette là-dessus. élaboré, oui, c'est correct. Le but, c'est de vulgariser pour monsieur et madame tout le monde, puis ensuite, on y va un peu plus de façon académique. Donc, pour poursuivre maintenant, pourquoi on devrait confier la vente de sa propriété à un agent immobilier? J'aime toujours utiliser un peu l'exemple de avoir un professionnel. Quand tu t'en vas, que ce soit au restaurant ou que ce soit dans un magasin, puis tu désires acheter quelque chose, mais tu ne sais pas c'est quoi, tu demandes de l'aide à l'expert qui va être là. Tu vas au restaurant, tu demandes la carte de vin, tu connais pas trop ton vin, il va te donner un peu une description du vin. C'est à peu près la même chose. Donc, quand tu veux acheter ou vendre, c'est bien d'avoir un expert qui va être là pour t'aider pour tout le processus du début jusqu'à la fin, pour être sûr que tu manques pas rien, aucune information, que tu sois sûr que tu sois bien accompagné, puis que tu en aies le plus pour ton argent, parce que c'est ça le but au final. Si on veut en acheter, on veut acheter au moins cher. Si on veut vendre au plus cher. Mais on veut aussi également ne pas avoir de problème par la suite. On va être assuré. On va avoir la tête tranquille. Exactement, parfait. Donc, vous nous conseillez dans la bonne direction, en fait. Ouais, exactement. Parfait. Maintenant, c'est quoi que tu penses, mettons, des sites comme Duproprio, là, quand on n'a pas besoin d'agent à ce moment-là pour vendre sa propriété? J'ai rien contre du proprio, mais encore là, ça vient un peu avec ce que je viens de mentionner. Je vais toujours recommander à quelqu'un d'avoir un expert, juste parce que tu es assuré. Tous les professionnels qu'on a autour de nous, que ce soit pour un courtier hypothécaire, pour que ce soit un apporteur géomètre, pour que ce soit un inspecteur, on connaît tout le monde qui sont des experts qui vont venir vous aider dans la vente ou dans l'achat de la propriété, ce qui va vous permettre d'avoir une vente tranquille ou un achat tranquille pour les prochaines années. C'est quand même un très gros achat, donc moi je suggère tout le temps d'avoir un expert pour être sûr que les coins sont pas tournés ronds. Ouais, exactement. Parfait. Mais pour répondre à la question, j'ai pas de problème avec du proprio, mais je vais toujours bien le suggérer d'avoir un courtier à la place. Parfait. Puis comment on choisit son courtier immobilier? C'est relationnel. En général, c'est beaucoup plus relationnel. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus des chiffres, où on voit un courtier que tu vois beaucoup son visage sur le marketing, partout sur les trucs de Ouais, buzz. c'est ça. Mais c'est surtout relationnel. Donc, pour bien choisir son courtier, ben c'est toujours de bien se renseigner avec ton courtier. Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que quelqu'un dans la famille a déjà fait affaire avec ce courtier? Sinon, tu peux toujours demander par-ci par-là. Après ça, il y a aussi la réputation de certains courtiers. S'ils sont dans un certain secteur depuis longtemps et que tout le monde choisit ce courtier-là aussi également. Donc, l'expérience a de la valeur. Ben oui, ça c'est sûr. L'expérience, ça a définitivement de la valeur. Ou sinon, ça peut être aussi l'équipe. Si tu as une équipe autour de toi, puis c'est une grosse équipe, il y a plus de gens qui s'occupent de toi pour la vente de ta propriété, donc tu es sûr qu'on s'occupe de tout. Donc, ça a une plus-value d'être encadré par une équipe, en fait? Ben, en tant que courtier, c'est sûr que c'est un plus-value, mais aussi en tant que le vendeur ou l'acheteur, qu'un courtier qui est dans une équipe qui s'occupe de toi, c'est encore mieux aussi également. Pourquoi? Parce que si moi, je n'ai pas une certaine expertise, peu importe la raison,
Puis l'autre courtier, que ça fait 6-7 ans de plus qu'il est là, ben, il va pouvoir me renseigner. Donc, on va être deux cerveaux à pouvoir C'est t'aider. ça, vous vous complétez. L'union fait la force. Exactement. Parfait. OK. Maintenant, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière? Honnêtement, c'est d'aider les gens. J'ai toujours aimé et apprécié voir les gens magasiner pour leur maison. C'est un gros achat, là, quand même, Ouais, dans une vie, là. mais c'est aussi très émotionnel. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai eu plus de clients que c'était un achat émotionnel que c'était un achat au bout de vente, qui était juste de chiffres, mettons. Ouais. C'est mes clients qui me disent, je veux absolument une grosse cuisine parce que j'ai une très grosse famille. Fait que quand on magasine, c'est juste ça qu'on regarde. Ou on regarde qu'il y a un temps nombre de chambres parce qu'il y a une grosse famille. Puis toujours leur voir avoir ce qu'ils veulent dans le style que c'est la maison parfaite. Ça, c'est un coup de cœur, voir les gros sourires. Ils savent direct qu'on rentre dans une maison, on fait une visite. Dans le premier 5 secondes, c'est comme coup de cœur. Ah, c'est là que ça se décide. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est tout le temps le fun, un feeling agréable, puis de pouvoir les aider dans leur processus. Une des dernières ventes que j'ai faites, c'était avec 2 bébés naissants. C'est une nouvelle famille. Okay. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cute de trouver leur petite maison, leur petit foyer. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi vraiment. Oui, c'est génial. C'est quoi que ça a été ton parcours académique? Comment on devient courtier immobilier? Mon parcours au complet ou juste courtier immobilier? Ben, comme tu veux. Ce serait intéressant de voir toutes les phases, comment t'es arrivé à aller là, mais c'est comme tu veux. Moi, j'ai fait la normale, secondaire, cégep, après ça, je suis allé à l'université. Puis à l'université, j'étais en finance. Au final, j'aimais pas tant ça d'être juste dans des chiffres. Puis encore là, comme je viens de mentionner, j'aime le côté émotionnel de quelque chose. Donc, mais c'est ça. Puis le courtier, ça m'a comme attiré. J'avais quelqu'un d'autre proche de moi qui était aussi courtier immobilier. Puis j'aimais le genre de travail qu'il vivait, toutes tes transactions sont différentes, tous tes clients sont différents, tes journées aussi sont quand même différentes. Tu peux avoir une journée visite, tu peux avoir une journée notaire. Donc, moi, j'aimais beaucoup un peu le être désorganisé, mais organisé. Tu trouver une organisation dans des journées désorganisées, c'est ce que j'aimais le plus. Donc, c'est ça qui m'a attiré. Donc, c'est pour ça que je suis allé continuer. OK, parfait. Donc, là, t'es passé, tu m'as dit, t'es allé à l'université, tout ça, mais pour être courtier, c'est quoi les formations que tu as fait? Dans le fond, il y a une formation, que ce soit en ligne, virtuelle ou en classe. Il y a plusieurs programmes au Québec. Je les connais pas par cœur, mais pour moi, je suis allé à l'École immobilier du Québec. OK. Je l'ai fait de façon virtuelle. Donc, à ce moment, j'avais pas de professeur direct. C'était vraiment directement à la maison. J'ai étudié modulaire quand j'étais plus jeune, donc j'étais comme habitué d'être encore modulaire. Ouais. Puis, c'est ça, tu étudies dans le virtuel, on te donne des cahiers, tu finis tes cahiers, puis après ça, tu as un examen à l'école directement, puis tu fais tous tes examens, puis par la suite, à la fin, tu as un examen pour passer à l'école. Une fois que tu as passé à l'école, il faut que tu passes à l'OACIQ qui va te donner ton permis. Puis par la suite, là, tu peux être courtier immobilier. OK. Puis, est-ce que tu pourrais me parler de l'OACIQ? L'OACIQ, c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Excellent. Et dans le fond, c'est comme notre gouvernement. Dans le fond, comme on a comme un gouvernement. Vous êtes encadré par eux si jamais les gens veulent faire des plaintes ou quoi que ce soit. Exactement. Donc, c'est comme c'est notre police à nous, là. Fait que, les courtiers peuvent pas faire n'importe quoi, là. Exactement. On est très, 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 c'est très strict. On a des choses à follow up to things. Like, on a une démarche à suivre. Ouais, une démarche à suivre, exactement. On a plusieurs façons de faire. Donc, à ce moment-là, quand si certains courtiers tourneront, l'OACQ va t'appeler directement et dire « Hey, c'est pas bien fait ça. » OK, parfait. Ouais, mais c'est bon, mais c'est bon pour les clients, ça protège les clients aussi. Exactement. Ouais. C'est comme une ordre professionnelle, là, mais différemment. Mais aussi, qu'est-ce que je voulais savoir par rapport à ça? Est-ce qu'il faut que vous passiez des examens chaque année? On a des formations chaque année, ouais. Puis on doit suivre pour être sûr avoir nos connaissances à jour, parce que l'immobilier, ça bouge. Ça bouge. Les règles, ils changent. Donc, on a tout le temps des nouvelles formations, on doit tout le temps être à jour. Puis pour elle, c'est parfait parce que pour le client, on est encore plus à jour des dernières nouvelles par rapport à l'immobilier. Donc, c'est normal qu'on ait des formations. On n'a pas d'examen à faire, par exemple. Mais si, exemple, tu arrêtes ton courtage immobilier pendant un certain temps, tu peux faire pause à ton permis. Si c'est un trop long temps, je pense que c'est 1 an environ. Si tu dépasses le 1 an, tu dois refaire ton examen. OK, parfait. Puis là, vous avez un permis. Est-ce que c'est quoi les frais exactement que vous devez payer? On a un frais mensuel annuel pour ton permis. Ouais. C'est différent pour tout le monde, mais si on y va pour un chiffron, c'est environ 1500, 1700. Quand même, pour payer ton permis. Puis si tu as les 2 permis, donc commercial aussi également, c'est 2500.
De ce que je sais, écoute, comme c'est à l'essai, t'en prends un peu, t'en laisses, je sais pas exactement pour les chiffres. OK. Puis il y a aussi dirigeant d'agence. OK. Mais ça, je connais pas les prix du tout parce que je suis pas dirigeant d'agence, je suis juste courtier immobilier. Parfait. Mais il y a des frais. Fait que ça, c'est les frais annuels juste pour le permis. OK. Puis après ça, tu as des frais de bannière. C'est une autre question. Oui, exactement. Parfait. On y reviendra. Là, maintenant, moi, je vais donner les établissements, justement, qui offrent des programmes de formation de base reconnus par l'OACIQ. Donc, on a dans la capitale nationale le Cégep Garneau, c'est une formation continue. Dans Chaudière-Appalaches, on a le Cégep de Thetford. En Estrie, on a le séminaire de Sherbrooke. Dans le Bas-Saint-Laurent, on a le groupe Collégia, Cégep de Matane. Dans la Naudière, on a le Cégep régional de la Naudière. Dans les Laurentides, on a l'Académie de formation immobilière du Québec, AFIQ. On a le Cégep de Saint-Jérôme. En Mauricie, on a le Cégep de Trois-Rivières. Dans la région métropolitaine de Montréal, on a Académie de l'entrepreneurship et Cégep André Laurando et le Cégep John Abbott. Et ça continue, Collège de l'immobilier du Québec, c'est là où tu as été. Parfait, donc ça, c'est possible de le faire aussi à distance. Collège de Maisonneuve, Collège CEI, Collège La Salle, Institut École. Donc, il y a beaucoup d'écoles à Montréal. À Longueuil, Cégep Édouard Montpetit. Saint-Lambert, c'est Champlain Regional College. Ensuite de ça, Outaouais, Cégep de l'Outaouais. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Humaniste, Cégep de Chicoutimi. Donc, voilà pour les écoles. On poursuit maintenant avec la prochaine question. Quelle est la marche à suivre pour être affilié à une agence immobilière? C'est un peu comme un magasin. Okay. Donc, à ce moment-là, on peut aller... toutes les remarques sont différentes. Puis dans le fond, c'est la propriété en tant que telle. Pas la propriété, je pourrais bien le mentionner. Il y a Remax Bonjour, il y a Remax Cristal, il y a Remax D'ici, Remax 3000. Ça, c'est quoi? C'est-tu les plus prestigieuses? Non, mais il y a pas vraiment de plus prestigieux. Il y a The Agency, il y en a Angel Invokers, il y en a plusieurs. Ouais. Après ça, c'est de savoir avec qui tu veux être formé. Donc, Remax, on s'entend que c'est très, très gros. Fait que juste avoir la bannière Remax, c'est gros. Ouais, mais le bureau en tant que tel, c'est une histoire différente. Fait qu'il y a la bannière, puis il y a le bureau. Ah! Ouais. C'est quoi la différence? Fait que mettons deux exemples, on va prendre Remax 2000 puis Remax 3000. Okay. Le bureau en tant que tel, ça va être le dirigeant d'agence avec les courtiers qui travaillent chez Remax 2000. Okay. Fait que quand il va avoir la bannière, ça va être écrit Remax en premier, par la suite, il va avoir 2000. Pour le client, ça change rien. Ça, c'est juste une histoire de courtier. Ouais, c'est ça, on n'est pas trop fort de ça. C'est toute la même chose. Fait qu'il y a toujours avoir Remax puis avoir 2000. 2000, c'est juste le bureau en tant que tel. Fait que ce bureau-là, il peut être situé directement à Laval. Il peut en avoir 2, 3, peu importe. Puis il va avoir certains dirigeants d'agence. Puis ça va être comme une grosse équipe qui va être ce Remax-là 2000. Le Remax 3000, c'est une autre équipe avec d'autres dirigeants d'agence, d'autres courtiers immobiliers. Ils travaillent pas directement ensemble. On peut toujours travailler, courtier acheteur, courtier vendeur, on peut toujours travailler ensemble, mais c'est comme un bureau différent. Okay. Fait qu'il y a la bannière puis il y a le bureau. Fait que si tu choisis ta bannière pour travailler pour Remax, peu importe le Remax que tu choisis, il va toujours avoir Remax. Après ça, le bureau, ça peut être où tu habites, avec le secteur. Advenant Remax Bonjour, qui sont un petit peu plus sur la rive nord, mais si toi tu viens de la rive sud, tu vas pas travailler pour Remax Bonjour. Tu vas travailler pour le Remax qui va être sur la rive sud, je sais pas c'est lequel, mettons c'est Remax 3500, ça va être celui-là. C'est dans quel but, ça? C'est-tu parce que t'es plus avantagé quand tu connais ton secteur? Conseiller les gens? Oui, c'est sûr. T'sais, personnellement, moi, je suis quelqu'un de Laval, donc à ce moment-là, c'est sûr que quand un client veut chercher à Laval, je connais tous les recoins de Laval. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tout ce qui est Rive-Nord, je m'y connais encore plus. Advenant que tu me demandes, je sais pas, à Saint-Henri, à Montréal, je m'y connais un peu moins. Je sais pas grandi là-bas. Mais c'est ma job en tant que courtier de savoir le plus possible la majorité des secteurs. Oui, c'est mais ça. Pour être... Mettons Shawinigan, est-ce que tu pourrais être un agent dans cette zone-là? Je pourrais, mais si un client vient voir et me dit, écoute, je vais avoir une propriété investissement à Shawinigan, moi, je vais passer, mettons, la semaine à faire mes recherches de A à Z. J'imagine. Donc, c'est pour ça aussi, pour revenir à l'autre question, c'est important d'avoir un expert parce que moi, j'ai accès à tous les sites qui vont permettre d'avoir tout l'historique des propriétés, des investissements, peu importe, tout ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là... c'est quoi le site? Comment ça s'appelle? Matrix. Ça s'appelle Matrix. C'est comme un site pour les courtiers. Puis après ça, on a d'autres outils avec Remax ou avec peu importe les bannières. Des outils qui sont spécifiques juste pour les courtiers pour aller chercher d'autres petites informations pour nos clients.
Parfait. Est-ce que ça peut dire qu'est-ce qui est intéressant dans le secteur, des choses comme Ouais. ça? Ça Ben, aussi, ça peut le cibler? c'est ça qu'on va aller faire. On va aller faire, dans le fond, une analyse comparative des marchés. Fait qu'on va aller chercher les ventes. On peut mettre les dates, les ventes dans les dernières années, sur la même rue, sur la vue à droite, le même nombre de chambres, le même nombre de pieds carrés. Donc, on va faire toutes les comparaisons pour toi, puis on va tout le mettre en un. À place que ça soit toi qui fasses ce travail-là, c'est nous qui va faire ce travail. Avec tes outils spécialisés pour le faire. Tu sais, mettons, si t'es, à moins que tu sois quelqu'un qui est dans l'immobilier naturellement, ça va être courtier immobilier, si tu connais super bien, c'est bon, mais si t'es pas comme ça, ça peut être difficile pour toi, selon les outils que tu as, de savoir toutes les ventes qui se sont faites dans les telles années, parce que tu vas savoir ce qui s'est fait très, 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 très dernièrement. Mais tu ne sais pas nécessairement l'intérieur de la propriété, parce que quand tu vends une propriété sur Centris, tu peux plus voir les photos. Tu peux pas voir ça a l'air de quoi à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Tandis que moi, je peux le voir encore. Okay. Fait que je peux comparer, dire, écoute, celle-là, de l'extérieur de la façade, elle a l'air d'être semblable avec la maison que tu désires acheter, mais l'intérieur n'a aucun lien. OK. Fait qu'il y a toujours des traces pour les courtiers immobiliers? Oui. On peut toujours aller rechercher de l'information pour nos clients, puis dire, écoute, à l'intérieur, ça ressemble à ça, c'est pas rénové, le tien, il est rénové ou vice-versa. Ça nous donne un petit peu plus une idée. Peut-être sur la façade, ça a l'air d'être la même propriété, mais à l'intérieur, ça ne l'est pas du tout. OK. Fait que c'est des choses comme ça. OK, super intéressant. Maintenant, y a-tu des frais pour adhérer, en fait, à une agence immobilière? Oui, dans le fond, on a un frais mensuel. OK, avec quelle agence? Moi, je suis avec Remax. Avec Remax, ouais, parfait. Je travaille pour Remax. Puis, oui, on a des frais mensuels chez Remax, chez toutes les agences. Je peux pas donner de chiffres, par exemple, parce que c'est différent pour tout le monde. OK, pas de problème. Il y a comme il y a une base, c'est chez Remax, mais en parlant avec des collègues, il y en a qui payent plus, il y en a qui payent moins, parce que si tu prends un bureau, si tu prends pas de bureau, si tu prends plus de cartes. Y a-tu une norme en soi reconnue ou je sais pas? C'est tellement différent, fait que je trouve que ce serait de mal guidé, mais pour donner peut-être un exemple, je sais que Royal Lepage, c'est plus dans les 500 $ par mois, et Remax, on est plus dans les 1000 $ par mois. OK, fait que ça donne une idée quand même. Tu sais, mais il y a d'autres agences qui fonctionnent pas du tout comme ça, puis qui peuvent fonctionner plus avec des codes. Fait que je veux pas donner de la mauvaise information, parce que c'est vraiment différent pour tout le monde. Donc, OK, parfait. C'est bon à savoir. Ensuite de ça, comment trouver la bonne agence immobilière pour un courtier ou une courtière? Il n'y a pas de bonne agence. En fait, c'est les personnes avec qui tu vas travailler. Fait, comme j'avais mentionné un peu avant, c'est le bureau que tu vas choisir. Ouais. Donc, tu peux choisir la bannière, mais la bannière ne fait pas de toi un meilleur courtier. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux travailler chez Remax, puis être un mauvais courtier, comme tu peux travailler chez une agence XXX qu'on connaît pas, mais être un très, très, très bon courtier à son affaire. Ouais. Ça va être plus le mentor. Fait que, advenant que tu t'en vas chez Remax 2000, puis là, il y a quelqu'un de la famille ou une telle personne que tu connais qui est là depuis 20 ans, qui a super d'expérience, puis qui désire te prendre sous son aile puis s'occuper de toi pour que tu grandisses dans l'immobilier, ben ça serait mieux que tu ailles à cette... Mais oui, c'est une chance en soi, là. Ouais, exactement. Donc, c'est pas nécessairement la bannière en tant que telle, je dirais beaucoup plus le bureau, La personne, en fait, c'est pas de voir la bannière qui va être la meilleure, mais c'est vraiment la personne que tu vas choisir. Exactement. Ben, l'équipe. L'équipe ou le bureau en tant que tel, les dirigeants d'agence, c'est le feeling que tu vas avoir en parlant avec eux, puis eux, ils vont... L'alliance de travail, tu sais, c'est comme, OK, il y a plusieurs critères. Donc, c'est quoi tes principales tâches? Qu'est-ce que ça fait un courtier ou une courtière immobilière? Différent pour tout le monde encore, mais principalement, on fait de la prospection, ça s'appelle. Donc, prospection, c'est d'aller chercher des clients, de nouveaux clients potentiels. Mais encore là, il y a certains courtiers qui font pas de prospection, puis ça vient juste à du bouche à oreille. Donc, c'est différent pour chacun. Ouais. Mais en général, s'ils veulent commencer, c'est beaucoup on appelle. Vous faites ça encore? Ben oui. Okay. On fait ça beaucoup. Faut appeler, cogner sur des portes. Ah oui? OK. Ouais. C'est d'actualité, c'est bon. Ouais, tu cognes sur des portes, puis c'est de parler avec les gens. Vraiment, faut être sociable. Faut tu parler avec les gens. C'est jamais quelqu'un qui veut vendre. Fait que... les sites web aussi, ça doit aider, les réseaux sociaux, la publicité. Les réseaux sociaux, la publicité et tout. C'est juste qu'en général, quand tu commences, t'as pas nécessairement le budget pour te permettre de te payer du gros marketing. Ouais. Donc, en général, quand tu commences, tu fais de la prospection qui est comme gratuite un peu. Fait que cogner des portes, appeler, ça te coûte rien. Puis quand tu commences à avoir un plus gros budget, ben, tu peux commencer à mettre ton visage un peu partout. Donc, espérer que tu reçois des appels juste naturellement. Ouais. Mais c'est beaucoup du bouche à oreille. Okay. Tu fais une vente,
Le client t'a fait une bonne vente, le client se rappelle de toi et te réfère à un autre, puis Effet boule de neige. effet boule de neige. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si tu travailles fort puis que tu cognes à beaucoup de portes, tu t'appelles. Moi, j'en ai pogné beaucoup des clients comme ça, là. Tu cognes des portes puis il dit oui, je veux vendre. Là, t'es comme, OK, cool, on va vendre. Mais tu sais, lui, il a pas nécessairement pensé à appeler un courtier immobilier. Quand il va se coucher le soir, il va se dire, ah, j'aimerais ça vendre en immobilier, mais il n'a pas appelé, mais toi, t'es là, tu cognes à sa porte, salut. Tu veux-tu vendre ta maison? Oui. Ah, c'est parfait, t'es là. Ça tombe bien. Ouais, exactement. Cool. Fait que ça ressemble un peu à ça, tu sais, nos tâches, on appelle, on parle avec nos clients, puis si tu as déjà des clients, nos tâches, c'est de s'assurer que la vente ou l'achat se passe bien, regarder l'inspection, regarder nos délais, c'est comme un des choses les plus importantes, Ouais, donc toujours des délais. Les délais sont de combien à peu près? C'est toi qui décides, mais il y a comme un peu comme une base, exemple. Une inspection, tu les mets tout le temps dans les 7 jours à venir. Mettons un acte de vente ou une date d'occupation, ça peut être dans les 30 jours, mais c'est pas une norme, ça peut être dans les 180 jours aussi, là. Ça n'a pas de lien, là. Mais ça, c'est déterminé par quoi? C'est l'OACQ qui Non, donne c'est ça? nous, c'est nous en intermédiaire avec le client, avec l'acheteur ou le courtier de l'acheteur. OK, fait que c'est l'entente que vous faites ensemble. Ben oui, advenant, exemple. Toi, tu désires vendre ta propriété, mais tu veux seulement déménager ou ton bail commence en janvier. Tu veux vendre aujourd'hui. Ben, sur le contrat, tu vas mentionner pour que moi je sache qui s'occupe de mes acheteurs. Tu me dis, je peux vendre maintenant aujourd'hui, mais je vais seulement déménager de ma propriété en janvier. Donc, on va le mettre le nombre de délais de jours. Je vais mentionner à mon acheteur, je vais lui dire, ça peut juste être disponible en janvier. Si mon acheteur il me dit, j'ai besoin d'une maison dans les prochains 15 jours, moi, je peux pas acheter ta maison, t'es juste disponible en janvier. Ouais, fait que c'est comme des délais, ça peut être des trucs comme ça. Fait que c'est ces types de délais-là que tu me parles. Là. Il y a ça, mais il y a aussi des délais hypothécaires. Fait qu'advenant que moi, je te dis, écoute, je vais acheter ta propriété, mon client va acheter une propriété, on va te donner une preuve comme quoi le client est en possibilité d'acheter ta propriété dans les 14 prochains jours. Donc, tu me donnes 14 jours pour retourner voir la banque, avoir l'approbation hypothécaire que je peux acheter ta propriété. Fait que ça peut être un délai, exemple, que je dois respecter, ou l'inspection, comme j'avais mentionné, dans les 7 jours. Il y en a d'autres aussi, ça peut être inspection de certains ou vérification de certains documents. Donc, ça peut être une copropriété, advenant, il manque certains documents sur une copropriété, puis si tu aimerais ça les vérifier, tu peux écrire, dans les 4 prochains jours, on va faire une vérification de certains documents, puis te revenir avec l'approbation de tout est correct, tout est pas correct. OK. Ouais. Fait qu'il faut vraiment être organisé, là. Est-ce que c'est toi qui gères ça, les délais, ou t'as, mettons... Non, c'est moi. C'est toi? OK. Oui, c'est nous qui s'occupent de tous ces trucs-là. Parfait. Maintenant, on enchaîne avec qu'est-ce qui fait un bon courtier ou une bonne courtière? C'est quoi les qualités, les compétences qu'il faut avoir, selon toi? La meilleure qualité, selon moi, c'est d'être à l'écoute des besoins de ton client. Ouais. Et de trouver vraiment c'est quoi qu'il a besoin. Parce que des fois, les clients vont venir puis ils vont dire, j'ai besoin d'une maison. OK. Tu as besoin d'une maison, pourquoi? Est-ce que tu veux savoir le plus loin de qu'est-ce qu'il a besoin? Comme ça, tu peux le servir mieux et lui trouver ce qu'il a besoin. Ouais. Donc, écouter ton client pour ses besoins, c'est la meilleure chose. Ça va te permettre aussi de pas perdre du temps, non seulement à toi, et aussi le client. Je donne un exemple. Si le client fait juste te dire j'ai besoin d'une maison, mais il ne donne pas plus d'informations sur j'ai besoin d'une maison, tu vas visiter plein de maisons qui vont être pas intéressées, donc tu vas faire plein de visites, plein de gaz, plein de blablabla. Ça va pas être intéressant pour vous deux, tandis que si tu connais ses besoins puis tu dis pour moi c'est vraiment important d'avoir 2 toilettes, la deuxième toilette doit absolument avoir une douche, que ce soit grand en bas, je dois avoir une grande cour parce que j'ai 3 chiens. Les 3 chiens, peu importe, là, tu dois savoir s'il y a un vétérinaire parce qu'un de ses chiens est malade. Fait que là, tu peux faire la recherche pour toi. Le plus précis que c'est, en fait, le mieux que c'est. Là. Moi, je vais pouvoir, avec ma liste, mettons, qui me donne un budget de 500 000 $ maximum, avec 500 000, je vais pouvoir rayer certaines propriétés à dire, OK, celle-là, il n'y a pas un gym assez proche parce que c'est un client qui aime ça aller au gym. Je peux toutes les rayer un par un. Juste hier, j'ai une cliente que c'était ça. Elle m'a mentionné qu'elle désirait avoir un nouveau condo. Il fallait que son condo ait un gym. Fait que quand j'ai fait son budget, ça m'a donné 36 condos disponibles pour elle, mais dans les 36, je pense qu'il y en avait 25 qui n'avaient pas de gym. Fait que
25 Ça dans la élimine, poubelle, ben, ça c'est ça. élimine, Mhm. il en reste quelques-uns, ça va les visiter jusqu'à temps que celui que tu l'aimes. Merci, bonsoir. Fait que c'est Wow. être vraiment à l'écoute, c'est vraiment numéro un. Mhm. Être, ben c'est sûr d'être un professionnel, avoir ton expertise, être à ton affaire, toujours faire tes formations, être sûr que tu es à jour pour tes clients, parce Ouais. que sinon ça te retombe aussi également sur toi. Mhm. Si t'es pas à ton affaire, Mais si tu fais pas tes formations, y a-tu moyen que, en fait, on le sache? ben le client non ne peut pas le savoir, mais en fait ça va paraître peut-être si tu fais une erreur dans tes dossiers. Puis quand on fait une erreur dans nos dossiers, on se fait vraiment taper sur les doigts. C'est quoi une tape sur les doigts, maintenant? Ça peut être une amende de genre 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $. Ça peut être n'importe quel chiffre, mais c'est des grosses amendes. Ça peut être des suspensions de permis. Ouais. Ça peut être... c'est très, 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 très strict. Mhm. En fait, l'OACQ est là pour protéger le client. Ils sont comme eux, c'est les gros boss, comme si nous, on était les méchants, puis eux, ils protègent les clients. Ouais, c'est ça. Mais Bien vu. c'est très bien que l'OACQ soit là pour nous, pour bien nous encadrer, comme ça on Ouais. reste droit, puis on protège les clients aussi également. Voilà. Très bien. Fait que pour les qualités, compétences, ça faisait le tour, à ton avis, là? Ben, à mon Les avis, plus, les plus importantes, en fait. être un expert, être à ton affaire, Ouais. être organisé, c'est sûr, Ouais. avec tes clients, puis être à l'écoute de tes clients. Mhm. Après ça, le reste, ça dépend de chaque personnalité parce que le client choisit son courtier aussi par rapport à ce genre de personnalité. Mhm. Fait qu'il y a des courtiers qui sont plus, je dirais, niaiseux ou drôles, mais ça fonctionne pour eux puis ça fonctionne avec les clients. Oui. Même si c'est des professionnels, ils rendent la vente peut-être plus facile pour un certain type de client. Mais un autre type de client va préférer avoir quelqu'un qui est très, très, très sharp, qui est très professionnel, qui c'est pas le temps de rire, c'est sérieux. C'est sérieux, ouais. Fait que ça dépend. On s'adapte aux clients. Exactement. Quelles sont les bonnes stratégies de mise en marché d'une propriété? C'est quoi tes best, tes meilleurs? Ben, la base de la base, c'est d'avoir un très, très, très bon photographe. Ouais, hein? Parce que c'est la première, c'est comme quand tu t'en vas en date, la première impression avec ta propriété. Ouais, c'est bon. Comme un coup de cœur, c'est la Ouais. même affaire. Dans le fond, fait que les photos, faut que ça soit des belles photos. Si c'est des... Sont-tu retouchés des fois? On veut savoir. Ben, de mon photographe, Ok. non, sont pas, c'est une bonne caméra. C'est sûr qu'il y a une différence avec si je le prends avec mon iPhone puis si je le prends avec une caméra Canon. Mais non, ils sont pas nécessairement retouchés, c'est vraiment juste avoir une très bonne caméra. Donc, tu payes aussi le photographe qui va te coûter vraiment beaucoup plus cher, mais qui va te faire des belles photos. Donc, c'est tous les frais du courtier ou de la courtière. Oui, absolument. On a beaucoup de frais de marketing que le client, des fois, il pense on met ta propriété, mettons, sur Facebook, puis on paye 1000$ de ads pour que les gens y voient. Mais les gens, ils savent pas tous les frais qu'on a en tant que courtier. Exact. Puis, si ça se conclut pas non plus par une vente. C'est dans le beurre. C'est ça. Ouais. Mais les clients ont beaucoup tendance à oublier ça. Ils pensent vraiment juste à la commission. Ouais. Puis ils disent, c'est juste ça. Je vais me faire plein de cash. Grosse maison, je vais me faire plein de cash. Tous les frais font en sorte que je me fais pas tant de cash que ça. Fait au final, on dépense énormément d'argent dans le marketing, mais c'est correct, c'est ça notre travail. Si on le fait bien, ça va être payant, autant pour toi, parce que s'il y a plus de marketing, plus de clients qui vont venir voir ta propriété. S'il y a plus de clients qui viennent voir, on peut avoir peut-être potentiellement une surenchère. Ça peut se vendre pour plus cher. Tu vas avoir plus d'argent dans ta poche, tout le monde se fait payer, tout le monde est content. Donc, le marketing, c'est sûr, c'est une bonne chose. Les photos, que ce soit Facebook, tous les réseaux sociaux, c'est comme la meilleure façon d'aller chercher le fruit de vendre une propriété advenant. Puis tu parlais de surenchère, ça, j'imagine on a eu beaucoup dans la période de la pandémie. Ouais. Là, en ce moment, là où on est rendu, là, on est au mois de octobre 2023. Comment c'est? Il y a plus c'est pas qu'il y a plus de surenchère, il y en a beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Ouais. Le temps de vente a augmenté à place d'avoir une vente en 6 jours, 3 jours, 7 jours. Ça ressemble plus à du 25, 30 jours, 35 jours. Donc, on est redevenu un peu juste à la base avant. Avant, c'était comme ça. C'était des plus longues, mais c'est pas long, c'était la base. C'était 30 jours environ pour vendre une propriété. Ça fait prendre un peu plus, un peu moins. Puis là, le COVID est arrivé, donc la pandémie, tout le monde vendait en 6 jours, 7 jours, ça se vendait en une C'était fin la de semaine. folie. Là, vraiment la folie. Mais ça existe encore, la surenchère. J'ai une collègue à moi. Il n'y a pas de réglementation par rapport à ça? Non, tant aussi longtemps que la propriété est affichée au prix de sa valeur marchande et que le but n'est pas de créer de la surenchère. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. En fait, c'est hors de notre contrôle. S'il y a plusieurs personnes qui veulent l'acheter, s'il y en a un qui est prêt à payer beaucoup plus pour l'avoir, c'est hors de notre contrôle. On peut pas, il n'y a pas nécessairement une réglementation pour ça. OK, parfait. C'est bon à savoir. Yeah. Maintenant, c'est quoi les meilleures méthodes de recherche de propriété? Pour le client ou pour nous?
Je te dirais les deux. Pour le client, c'est sûr que le plus gros au Québec, c'est Centris. Ouais. Donc, Centris, tu vas aller chercher toutes les propriétés. Aussi, Realtor.com, ça fonctionne de la même façon que Centris. C'est les deux meilleures façons d'aller chercher tes propriétés. Il y a tout dessus. Super, on prend des notes. Ouais, c'est super simple. Puis pour nous, on peut autant aller sur Centris, mais on a la nôtre qui s'appelle Matrix. Oui, t'en avais parlé tout à l'heure. Fait que celui-là, ça va être pour les courtiers où on va être, c'est plus complexe, beaucoup plus complexe à utiliser. Un client n'utiliserait pas ça. Mais il pourrait, mais en même temps, non, on a nos codes d'accès en tant que courtier immobilier pour aller dessus. Ouais. Okay. Y a-tu des frais aussi pour utiliser ce site-là? Ouais. Il y a tout le temps des frais. Il y a des frais sur tout. Il y a rien de gratuit en tant que courtier. Oh wow, ok, parfait. Maintenant, c'est quoi les secteurs qui seraient les plus favorables pour investir? Pour investir. Ouais, présentement. Pour investir, j'aime ça dire les quartiers en développement. Mettons Mirabel, c'était en développement dernièrement, mais maintenant c'est rendu la cité Mirabel. On va dire pas là. Je sais que Shawinigan en ce moment, c'est comme les maisons sont quand même à faible. Ouais, c'est comme poppin en ce moment, l'investissement Vraiment. à Shawinigan. À Montréal, c'est difficile, là. Il y a pas tant l'investissement, c'est pas la meilleure chose. Encore là, c'est à apprendre à laisser. Moi, je suis pas nécessairement un courtier qui est tant dans l'investissement. Je suis beaucoup plus juste dans la vente de l'achat résidentiel. Donc, si un courtier advenant qui est beaucoup plus avancé dans l'investissement, peut-être qu'il va être capable de donner un secteur spécifique. Ici, ça fonctionne bien. Mais pour mes clients que j'ai en investissement, on a eu beaucoup plus de difficultés à trouver quelque chose qui était rentable pour eux. Dans peu importe le secteur, que ce soit Rive-Nord, Montréal, Laval, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui avait l'air d'être rentable. Que ce soit aussi pour la vente, je travaille avec un autre courtier aussi qui vendait un quadruplex, qui s'est jamais vendu au final parce que c'était pas rentable pour les acheteurs qui venaient. Fait que de mon expérience à moi, présentement, c'est très difficile en termes d'investissement dans le Montréal. Mais à l'extérieur de Montréal, ça peut être peut-être un petit peu plus intéressant, comme à Shawinigan, comme vous le mentionnez. Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que ce soit rentable? Dans le fond, c'est ta mensualité versus qu'est-ce que tes locataires te payent. Fait qu'il y a toujours deux options. Tu peux être aussi, tu peux vivre dans le duplex. On va prendre le duplex ou un triplex. Dans le triplex, un des 3 logements, tu peux vivre dedans, puis les 2 autres locataires te payent une mensualité. Donc, pour que ça soit rentable, il faut que ton hypothèque mensuelle soit moins élevé que qu'est-ce que tes locataires te payent. Fait que ce serait la seule façon que ce serait rentable. Mais à ce moment-là, si avec tout ce que tes locataires te donnent, tu rentres pas dans ton argent, ton hypothèque te coûte quand même beaucoup plus cher, ben là, on n'est pas rentable. Donc, on est dans le négatif. Donc, ça serait comme ça qui serait la base d'un investissement. Mais après ça, il y a autre chose. C'est sûr qu'une propriété investissement, tu peux aussi la flipper dans celle que tu vas la rénover. Tu peux la revendre ou tu peux augmenter les loyers parce que normalement, elle est beaucoup plus attrayante, je pourrais dire. C'est beaucoup plus beau à l'intérieur. Il y a peut-être des nouvelles toilettes, c'est plus grand, tu as peut-être fait agrandir. Donc, à ce moment-là, ça vaut plus cher. Parfait. Puis là, on a parlé d'investissement, mais pour les achats, encore là, c'est quoi les secteurs, mettons, les plus favorables? Comment ça fonctionne en termes de secteur? Je dirais plus par quartier. Fait que, mettons, le secteur, si on va à Laval, Montréal ou à Rive-Nord, c'est tout quand même différent. La Rive-Nord, c'est cher, Laval, c'est cher, Montréal, c'est cher, Rive-Sud, c'est cher. Mais dans la Rive-Sud en tant que telle, chacun des quartiers, il peut y avoir certains quartiers qui sont légèrement moins chers. Après ça, c'est à savoir c'est quoi tes besoins. Si advenant, tu me dis, comme moi je suis à Laval, si advenant, tu me dis, je veux absolument être à Laval, je dis, OK, parfait. Si tu veux être dans le quartier de Saint-François, ça va être beaucoup moins cher que si tu veux être dans le quartier de Sainte-Dorothée. Donc, ça peut être juste 2 options très simples. Même chose si tu veux être à Pont-Vieux, ça va être beaucoup moins cher que si tu veux être à Sainte-Rose. OK, parfait. Fait que moi, c'est encore là d'écouter ton client puis de dire c'est quoi le besoin. Si tu me dis, je peux être n'importe où à Laval, je vais dire, OK, parfait. Est-ce que ça, c'est ton budget? Est-ce que tu veux être dans un quartier riche ou un quartier, quel genre de quartier tu cherches? Mais après ça aussi, advenant, il y a un de mes clients qui me dirait, moi, prendre la 25, c'était la meilleure façon d'aller à mon travail à Montréal. Donc, à ce moment-là, je dis, OK, mais les quartiers qui vont être là pour toi, ça va être du Vernier-Est, ça va être Saint-François, ça va être un petit peu Sainte-Rose à la fin. Donc, à ce moment-là, on va rester dans ces quartiers-là.
Puis je veux Tu as dire, une bonne connaissance des secteurs, là, t'es là pour ouais, bien les situer, bien les conseiller. ben exactement. Je vais vous dire, écoute, ce secteur-là va être un petit peu moins cher, puis ça va être les avantages. Dans ce secteur-là, il peut avoir telle épicerie, il va avoir tel ça, blablabla, puis tu vas être proche de telle autoroute. Mais dans ce quartier-là, tu vas avoir certains avantages qui vont être plus intéressants. Exactement. Donc, ça ressemble un peu à ça. En fonction des besoins des clients. Ouais. Parfait. Maintenant, est-ce que les services d'un courtier ou d'une courtière immobilière sont gratuits? Bon, on en a parlé quand même. Ouais. Là. C'est sûr que non, on est des experts, c'est pas nécessairement gratuit, mais c'est différent. Il y a courtier acheteur puis il y a courtier vendeur. Mm-hmm. Il y a pas de c'est sûr que c'est jamais gratuit, mais chaque courtier a son propre prix, je pourrais dire. Oui. Donc, mettons un courtier qui est très, 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 très expérimenté ou qui vend ta propriété en 2 jours ou peu importe, ça se peut qu'il te coûte plus cher. Ouais, Parce que peut-être qu'il dépense beaucoup plus d'argent en marketing, puis il va vendre ta maison peut-être 50 000 plus cher juste parce que c'est lui. C'est un exemple. Donc, certains courtiers vont, oui, coûter plus cher, donc vont coûter un certain montant, mais on a tout le temps une base qui est de 4 environ. OK. Fait que ça, c'est la commission. Ouais, 4 ça ressemble à, en fait, la vérité, c'est 2 parce que c'est 2 pour le courtier vendeur et 2 pour le courtier acheteur. Mais encore là, comme j'ai dit, c'est à en prendre et en laisser. Ouais. La base ressemble à du 4 ici au Québec. Mais ça se deal aussi, j'imagine. Absolument. Donc, c'est aussi avec ton client. Ça se peut qu'avec ton client, c'est un bon client, ça fait des années que tu travailles avec, ça se peut que ça soit 3 ça peut être 2 C'est différent pour tout le monde. C'est pour ça que j'avais mentionné un peu au début, c'est que quand tu choisis ton courtier, c'est vraiment relationnel. Oui, hein? Donc, est-ce que vous, en tant que courtier, excuse-moi, vous pouvez refuser des clients? Absolument. Ouais. Okay. Oh, il y a des clients qui sont pas le fun à travailler avec. Ouais, c'est ça. Là. Okay. C'est même pas une question d'argent. Là. Ça n'a aucun rapport. Un courtier. Mais ça dépend. Il y a des courtiers que eux, ça leur dérange pas de travailler avec des clients qui sont pas tant agréables. Moi, personnellement, non. Parce que je travaille pour avoir une bonne relation avec toi au long terme. Donc, si à ce moment-là, tu es désagréable, ouais, ça me dérange pas, tu peux aller travailler avec un autre courtier, je vais pas travailler avec toi. Donc, je veux que les deux, on soit heureux à travailler ensemble. Et de toute façon, au final, les deux, on est beaucoup plus contents, la vente est beaucoup plus agréable. Ouais, beaucoup plus je passe beaucoup de temps avec toi. Moi, je dois savoir tout de ta vie. Vrai, si je vends ta propriété, je dois savoir tout l'historique de ta propriété. Exactement. Je viens dans ton chez-toi, on a beaucoup de discussions, on parle tout le temps. Oui. On va sûrement peut-être prendre un souper ensemble pour en savoir encore plus. Ou je soupe chez toi, je prends un café chez toi, n'importe quoi. Fait qu'au final, on devient des amis, autant même bien s'entendre. Ouais, c'est ça. Parfait. Mais si, exemple, t'en refuses, là, ils peuvent pas porter plainte contre toi. Ben non. T'as cette liberté-là. On est 15 000 courtiers au Québec. Il peut s'en prendre un autre s'il veut. Parfait. Donc, avec qui tu travailles au quotidien? Moi, j'ai ma propre équipe en ce moment. Ben, dans le fond, l'équipe, ça s'appelle l'équipe Moligny. Donc, c'est une très grosse équipe qui est là depuis, que son nom est gravé depuis 40 ans. Wow, quand même. Hein? Ça fait vraiment longtemps. Puis, je travaille avec une équipe, on est 6 présentement. Donc, au quotidien, je travaille avec eux, qui est une gang de filles avec un autre gars. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels avec qui tu collabores? Collabore directement, non. Mais on a des inspecteurs directement. Donc, on va avoir une liste. On a des notaires. On va avoir une certaine liste. Des arporteurs, géomètres, peu importe. Selon le professionnel que selon la propriété. Bon, advenant que tu veux refaire ton ciment. Mais moi, Donc, t'as plein de ressources, plein de contacts. Ouais. J'ai plein de contacts. J'aime ça aussi. Encore là, c'est relationnel. Mettons l'inspecteur. Moi, j'ai un inspecteur que j'aime ça tout le temps travailler avec. Parce que pour lui, advenant, il est très vrai. Donc, il va être très cru avec les clients. Il va leur dire, écoute, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Moi, j'aime ça. Parce que je veux que mon client sache tout. Les vraies affaires. Ouais. Je veux pas qu'il y ait de surprise. Ouais. Je veux pas qu'il me rappelle dans 10 mois, qu'il me dit, hey, Matt, tu peux pas dire ça. Fait que j'aime ça avoir un inspecteur qui est très, très, très cru dans son travail. Puis qui dit, écoute, j'ai tous les mini-problèmes, je vais te le dire, même si ça a l'air d'être wow. Mais au moins, mon client va jamais avoir de surprise. Puis on va savoir. Puis quand on va pouvoir aussi dealer au niveau de la vente avec l'inspection, puis dire, écoute, ça, c'est les problèmes. On va revenir montrer ça au vendeur, puis dire, écoutez, ben moi, j'aimerais ça que telle affaire soit réparée par exemple. Donc, parce que, exemple, s'il y a des vis cachées, là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Toi, est-ce que tu peux être dans le trouble? Vis caché, c'est un, comment on peut dire, je sais pas le mot au bout de la langue, là, mais c'est comme, personne ne peut rien faire pour une vis cachée. Ah ouais? Tu peux être protégé, advenant.
Fait que nous, chez Remax, on a des assurances qu'on prend pour nos clients, mais pas tout le monde. C'est pas tous les courtiers, parce qu'on doit payer pour ça. Tu dois payer, je sais pas c'est quoi le montant, mais advenant, c'est 500 $ de plus par mois ou par vente, je pense, quelque chose comme ça, que tu offres à ton client, mais que ton client va être protégé pour les risques cachés. Puis pourquoi tu dis pas tout le monde? Parce que c'est optionnel pour les courtiers. On n'est pas obligé t'es pas obligé de payer cette assurance-là. OK. Non. C'est une assurance qui est supplémentaire, qui est un service que tu offres à ton client. OK. Ça revient un peu avec ce que j'ai mentionné de pourquoi un courtier pourrait coûter un peu plus cher qu'un autre. Ouais. Fait que si, exemple, ce courtier-là, il coûte plus cher, mais il te donne toutes les assurances que pour le prochain 25 ans, tu vas avoir la tête tranquille. Ben, pour certains clients, c'est le fun, tu sais. Il y en a qui prennent toutes les assurances parce qu'ils aiment ça avoir la tête tranquille, puis que s'ils ont un problème, ils font un appel, c'est réglé, merci, bonsoir. Il y a d'autres qui préfèrent le gérer tout seul. Puis c'est bien correct des deux côtés. Donc, ça serait... Parfait. Maintenant, fait qu'on a fait le tour avec qui tu travailles. Excellent. Quel est le type de clientèle lié à ton travail? Il y a de tout. Oui, c'est ça. Ça, c'est très, très, très vague. Tu peux, un peu comme j'avais mentionné un peu avant, tu peux avoir des clients qui sont très familiales, tu peux avoir des clients qui sont célibataires, tu peux dealer avec des divorces. Après ça, c'est un peu comme le secteur, un courtier qui travaille sur le secteur peut aussi travailler un genre de clientèle. Il y a des courtiers qui travaillent juste des divorces. OK, ah ouais. Ben oui, parce que ça peut être, c'est une game différente. Il y en a qui peuvent travailler juste des reprises de finances. Fait que C'est-tu des spécialités? C'est pas de spécialité, tu le fais... Comment tu sais que lui, il deal juste avec les gens qui sont divorcés maintenant? Tu le sais pas. C'est vraiment, vraiment le courtier qui va te laisser savoir que selon son expérience, peut-être dans les 6 dernières années, il a majoritairement vendu ou il s'est occupé de clients qui étaient divorcés. Okay. Parce que lui, il y avait plus de facilité, il y avait plus de connexions, mettons, avec les notaires, il y avait plus de facilité de dealer avec le divorcé, la divorcée ensemble. Donc, tu sais, moi, j'ai déjà fait un divorcé, une divorcée, puis c'est difficile parce qu'ils se parlent pas. Mais j'ai besoin de vos deux signatures, mais là, ils s'entendent pas entre eux. Lui, il veut vendre à un tel prix, elle veut vendre à un tel prix. Fait que faut que tu sois capable de bien encadrer ça, là. Exactement, mais c'est pas pour tous les courtiers. Les courtiers, ça leur intéresse pas du tout. Donc, il peut avoir aussi un genre de courtier, mais c'est pas une spécialité qui te limite à ça. C'est pas parce que tu fais juste des divorces que tu fais pas une famille normale. Ça n'a pas de lien. Puis il y a des courtiers aussi c'est des courtiers de luxe qui peuvent vendre juste des très grosses maisons, qui vendent pas plus des petites maisons. Puis il y a des clients, des courtiers qui font des propriétaires d'investissement, comme j'avais mentionné, que ça leur intéresse plus. Puis il y a aussi les courtiers commerciaux, donc qui font des commerces, des locations, tout le Parfait. Puis maintenant, on va parler des conditions de travail. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Toi, tu es travailleur autonome, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, conditions de travail, c'est toi. Tu peux... C'est ça. Tes vacances, c'est quand tu veux. Quand tu veux. Tu fais, mais quand tu veux, tu... Mais as-tu la chance d'en prendre? Mais ça roule, le domaine de l'immobilier. Ça, c'est ça, j'allais dire. Ça dépend de tes clients, tes vacances. Ouais. Mais t'as pas besoin de demander à personne pour prendre tes vacances. Si t'as envie de partir une semaine dans un tel pays, tu peux partir une semaine. Il y a personne qui va te déranger. Il y a beaucoup de liberté dans ce domaine-là. Oui, tu fais ce que tu veux, mais ce qui est dangereux avec ça, c'est que si tu t'occupes pas tes clients, tu fais pas la prospection, tu vas pas chercher tes nouveaux clients. Tu sais pas c'est quand ta prochaine paye. Oui, il faut que tu sois disponible. Tu vas dans un autre pays, les clients peuvent pas t'appeler, là, ton téléphone sonne pas. Fait que ça peut être un peu ça. Puis les conditions de travail au niveau du bureau, ben c'est comme un peu n'importe quel bureau. Après ça, c'est comme j'avais mentionné un peu au début, le bureau que tu choisis, ben ça va être les gens que tu vas travailler avec. Si ces personnes-là sont agréables à travailler sur ton bureau, sont fun, ben c'est ce genre de conditions de travail que tu vas avoir aussi également. Super. Puis au niveau des horaires, ça ressemble à quoi pour toi? Pour moi, personnellement, je me réveille tôt le matin. Je fais mes petites tâches qui est pas liées au travail parce qu'il faut que je me réveille. Faut que je commence à appeler mes clients quand mes clients sont vraiment réveillés. Fait que tu les appelles pas à 8 heures parce qu'ils sont soit au travail, soit ils viennent de se réveiller, ils ont même pas leur premier café. Fait que t'es stratégique là-dedans. Ben, tu veux pas t'as-tu envie de te faire appeler à 7h30 du matin puis dire, hey, t'as-tu envie de vendre ta... Non, c'est vrai. Fait que moi, je fais mes autres tâches, c'est comme en l'envers. Fait qu'à la place que les gens en général vont aller au travail, puis après ça, le soir, ils vont aller dormir, se coucher, faire leur souper, s'occuper de leurs enfants. Mais moi, c'est le contraire. Je vais faire mes tâches, faire tout ce que j'ai besoin de faire en tant que moi dans ma vie personnelle. Puis quand il arrive avant midi, 1h, ben là, je commence à appeler mes clients. OK. Fait que ça, c'est le timing parfait pour toi. Pour moi. D'appeler les clients, il est un peu plus tard, il a le temps de se réveiller, puis peut-être qu'il est encore au travail ou à sa pause dîner, ou sinon, j'appelle aussi à 5-6 heures. Fait qu'à 5-6 heures, je sais que t'es plus nécessairement au travail, je peux te parler un peu plus. Je veux pas
j'ai pas envie de te déranger dans ta routine, je vais pas t'appeler au Non, c'est travail. ça. Fait que je vais au moins t'appeler dans un moment que tu vas être dans une possibilité de me répondre, puis aussi dans une possibilité d'accueillir mon appel. Mhm. Si t'as pas envie de me parler, c'est bien correct, il y a pas de problème. Ouais. Mais ça ressemble un petit peu à ça l'horaire, mais le matin, on va aller au bureau puis on va regarder nos dossiers. La plupart du temps, tu vas remettre tes dossiers à jour, tu vas t'assurer que tu as les notaires le matin, tu vas avoir les inspections aussi le matin. Donc, tu fais toutes tes tâches autres que appeler tes clients le matin. Puis, tu veux peut-être envoyer tes signatures, remplir tes contrats, juste assurer que tout est à jour. OK, excellent. Maintenant, les lieux de travail, en fait, c'est le bureau, tu t'en vas sur place, tu t'en vas chez les clients. C'est partout, là. C'est partout. Il y a pas de, tu peux être dans un bureau, dans un café, dans un restaurant, chez le client, dans un condo, n'importe où. C'est ça. On n'a pas la seule place qui est un peu fixe, c'est ton bureau. Puis encore là, tu peux ne pas aller au bureau pendant 3 semaines si tu as envie de pas aller Tu peux le faire en télétravail aussi. Absolument. Super. Ouais. Maintenant, pour le rythme, comment tu trouves ça? Est-ce que tu te sens tout le temps débordé? Est-ce que... Chaque courtier, c'est différent, mais mettons, si je pense à un courtier qui est qui est très occupé, ben c'est très débordant. Oui, absolument. Là, t'es tout le temps ton téléphone, il sonne. Il y en a, j'imagine, qui travaillent 7 jours sur 7. Ouais, courtier, c'est 24/7. Ouais, c'est ça. D'appeler tes clients à 9h30 le soir ou de remplir un contrat à 10h30 le soir, ça se fait. Ouais, hein? On n'a pas d'horaire. Fait qu'on n'a pas le bureau, il est fermé, je te parle demain. Ouais, c'est Mais ça. après ça, les courtiers peuvent, si certains courtiers, ils peuvent se permettre aussi de se faire un horaire, dans le style que ils vont mentionner leurs clients ou ils vont fermer leur téléphone d'une heure à une heure. Puis leurs clients vont le savoir que de cette heure-là à cette heure-là, ils sont pas disponibles. Okay. C'est possible, ça aussi, ça se fait, absolument. Parfait. Ouais. Maintenant, pour les revenus, donc je sais pas si tu voudrais divulguer ton salaire. Ben non, pas nécessairement, mais... Parfait, on peut y aller autrement. Donc, environ, tu me dirais combien ça gagne un courtier ou une courtière immobilière, puis après, je vais donner mes statistiques, juste pour comparer, tu sais, avec la réalité terrain. Ben moi, aux dernières nouvelles, de ce que je savais, un courtier, ça faisait entre 67 et 69 000 par année après impôt. Okay. Donc, ça, c'est aux dernières nouvelles. Après ça, c'est différent pour tout le monde. Les courtiers que j'ai autour de moi, il y en a qui font bien de l'argent, puis il y en a qui font pas d'argent. Je trouve que c'est difficile un peu à faire la braquette de courtier, parce qu'il y en a qui font vraiment pas d'argent, puis il y en a qui font énormément d'argent. Fait que la médiane est comme pas, on dirait que c'est comme pas valide. Ouais. C'est pas la majorité qui est dans la médiane. Ouais, la majorité, soit font pas d'argent, soit font beaucoup d'argent. C'est plus dans ce style-là. De ce que moi je sais, mais encore là, ça laisser en prendre. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de courtiers, exemple, qui doivent jongler avec deux travails, en fait? Ouais. Parce que... Oh oui, c'est très courant. Tu peux ne pas faire de l'argent pendant plus. Tu sais pas c'est quand ta prochaine paye, ça dépend de ton... Tu sais, tu peux avoir un listing, mais si la maison est pas vendue, tu te fais pas payer. Fait que là, tu peux dépenser beaucoup d'argent sur le marketing de la propriété advenant. Puis, tu sais pas quand est-ce que ta prochaine paye vient. Je donne un exemple. Nous, on est payé au notaire quand le notaire passe. Fait qu'advenant, tu peux vendre une propriété on va dire aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, on est en octobre. Ouais. Si mon client, on a vendu aujourd'hui, mais que le notaire est seulement dans 280 jours, ben, je me fais juste payer dans 280 jours. C'est ça. Donc, toute la vente est finie, tout est réglé, merci, bonsoir, mais tu te fais juste payer dans 280 jours. Ça peut être aussi 365 jours, ça peut être dans 1 an. Ça peut être... Fait que, si jamais, mais ça peut être aussi dans 15 jours. Ça peut être... Merci, bonsoir. Ça peut être rapide, ouais. Ça dépend. C'est comme incertain, dans le fond. C'est ça, c'est tout le temps incertain. Tu sais, il y a des courtiers qui peuvent quasiment avoir une prévision du salaire qu'ils vont faire l'année prochaine s'ils ont signé plusieurs et certains contrats qui sont seulement en 2024 advenant, mais ils peuvent savoir qu'il est de telle date à telle date, je vais faire un certain montant parce que tous mes notaires vont passer en même temps. Fait que ça, mais peut-être que ce courtier-là, il n'y a pas eu de paye pendant 6-7 mois. Ouais, wow. OK. Intéressant à savoir. Donc, maintenant, mes statistiques. Selon les données recensées par Indeed Salaire, les courtiers gagnent en moyenne environ 47 500 $ par an au Québec. Puis, intéressant à savoir, toujours sur le même site, les courtiers de la région de Montréal et de Laval auraient les salaires les plus élevés. Savais-tu ça, toi? C'est logique. Parfait. Donc, maintenant, au niveau du code vestimentaire, ça ressemble à quoi? C'est laissé pour toi. C'est sûr de tout le temps t'habiller comme si tu allais dans un restaurant chic. Je peux dire ça comme ça. Ouais. D'avoir une tenue toujours appropriée. Si tu t'en vas pas en jogging puis en hoodie pour aller voir un client ou aller faire c'est ça. T'essaies de
D'être professionnel. Ben, tu veux juste bien t'habiller. T'es pas obligé de mettre un tuxedo ou Non, c'est une grosse robe, là. Tu peux juste bien t'habiller avec un beau chandail, un beau pantalon, tu fais comme Voilà. Comme tu es habillé en ce moment. Ah, ben, merci. Parfait. Donc, quels sont tes outils de travail maintenant? Ben, mes outils de travail, c'est ce que j'avais mentionné un peu avant. Matrix, Centris, Realtor, Remax Extranet. Puis après ça, on a je les connais pas toutes par cœur. Je connais le site, puis dans le site, il y a beaucoup d'outils qui sont là pour toi, pour t'aider. Parfait. Tu as aussi ta pancarte. Ah, ok, dans ce sens-là, physiquement. Tous tes outils, en fait. Ok, je Avec comprends, quoi tu travailles. Ouais, oui, ben c'est ça. Tout ta pancarte, tes cartes, puis juste là, ton équipe, tout le marketing qui va au niveau physique. Tu peux avoir un auto avec ta face dessus. D'autres outils de travail, mettons, dans mon équipe, elle a son visage sur toutes les bosses. Ouais, voilà. Ouais. Il y a plein d'outils. Tu peux être aussi sur l'autoroute, j'ai une collègue de travail qui a dans j'ai oublié c'est quoi le nom, là, les gros panneaux. Là. Ouais. Bon. Voyons. OK. Ouais, c'est ça. Ben, les panneaux d'affichage. Ouais, c'est ça. C'est parfait. OK, ça marche. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ah, peut-être. Il y en a plein d'autres, là. Ouais. Parfait. Ça nous donne une idée quand même. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? L'horaire. L'horaire? Ouais, Ouais, c'est vrai. C'est assez adaptable. Selon toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux faire en sorte que ma journée, je fasse, que j'aille au gym, que je fasse mes tâches, peu importe, je fasse tout le matin, puis je travaille le soir avec mes clients, ou vice-versa, ça peut être dans l'autre sens, je travaille le matin, j'arrête. J'aime l'horaire. J'adore ça que je peux couper mes journées, je peux travailler avec mes clients, mettons, faire l'inspection le matin. Au milieu de la journée, j'ai des choses à faire avec ma famille, avec mes amis, puis le soir, je vais travailler avec mes clients. Tout ton temps. C'est varié, c'est le fun. Mais c'est laissé à toi-même, en fait. Là. Si advenant, tu veux que ton horaire soit fixe, 9 à 5, tu peux faire en sorte que ce soit 9 à 5. Ça, tu exact. peux toujours c'est toi qui décides. Là. Ben, tu peux tout le temps faire en sorte que tes clients ou peu importe tes rendez-vous soient tout le temps dans ces heures-là. Puis qu'après ces heures-là, tu sais, si t'as une famille, des enfants, une femme, t'as peut-être envie d'être à la maison tranquille avec tes enfants à 5 heures. Mais pour moi, quelqu'un que j'ai pas de femme, pas d'enfant, ça me dérange pas de travailler à 6, 7, 8 heures. Tu m'appelles à n'importe quelle heure, je suis là pour toi. Ouais, bon. Parfait. Donc, il est très disponible. Qu'est-ce que tu aimes le moins maintenant? Qu'est-ce que j'aime le moins? Qui revient, en fait, ça va dans l'autre sens, là, c'est l'incertitude. Ouais. C'est sûr que des fois, c'est difficile. Là. Des fois, là, tu peux dealer avec beaucoup de clients, dealer avec beaucoup de ventes, beaucoup de potentiel vente ou de potentiel achat, puis finalement, ça tombe pas. Ouais. Ça fonctionne pas, ça marche pas, puis t'as passé beaucoup de temps. J'ai une cliente, là, j'ai fait 77 visites avec elle. Oh! 77 maisons différentes. Quand même! Ouf! Puis ça a débouché nulle part? Jamais débouché. Oh wow! Jusqu'à ce jour, c'est tout le temps pas débouché. OK. On essaie de chercher encore, mais on en a fait des visites puis il a jamais trouvé la bonne. Fait que c'est sûr que là, ça... C'est persévérant. Moi, je lâche pas, là. Je lâche pas pour mes clients. C'est comme l'attitude à avoir. Bien, comme j'ai mentionné, là, c'est relationnel avec mes clients. J'ai une bonne relation avec elles. J'ai absolument qu'elle trouve sa petite maison pour sa petite famille. Je vais les faire, les visites, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que des fois, t'es comme, OK, j'aimerais ça que ça tombe, qu'elle ait la bonne propriété pour toi, mais c'est hors de mon ressort. C'est pas moi qui l'achète la maison, c'est elle. Non, c'est ça. Ouais. Il y a des gens plus pointilleux que d'autres, fait qu'il faut respecter ça. Ben, c'est ça. Fait que, au final, je dirais l'incertitude, c'est ce qui est le plus difficile du travail. Tu sais jamais c'est quand ça va ta prochaine paie, mais les courtiers qui sont là d'expérience depuis plusieurs années, ou ça fait plusieurs années que t'es dans le domaine, ça se peut que pour eux, il y a de la certitude dans leur travail en ce moment parce que ça fait des années, ils ont une certaine clientèle qui revient à chaque année. À ce moment-là. Ouais. Parfait. Maintenant, au niveau des contraintes, inconvénients liés au travail, est-ce que tu pourrais m'en nommer? Un inconvénient, c'est, comme un peu je viens de mentionner justement, l'incertitude. À cause des périodes aussi sur le marché? Absolument, oui, ça c'est ça. Les périodes, il y a des temps de vente. Fait que, mettons, les meilleurs temps de vente, c'est environ février-mars jusqu'à juillet. Okay. Ça c'est comme, tu sais, juste avant le 1er juillet, il y a comme un... C'est sûr que il y a des périodes de vente. Fait qu'advenant, le meilleur moment, ce serait de février à juillet. Avant le 1er juillet, c'est la grosse date de déménagement. Fait que tout le monde magasine juste avant. Après ça, il y a comme une petite période morte parce que, c'est l'été. On n'a pas nécessairement envie de magasiner pour une maison pour l'été. Donc, à ce moment-là, on veut avoir du fun, on va être au bord de la piscine avec la famille. C'est l'été. C'est les vacances. Exactement. Puis après ça recommence un peu. Septembre, octobre, novembre un petit peu. Ça pousse juste avant la neige. OK. Puis après ça aussi, c'est le temps des fêtes.
Ouais. Personne n'a envie de magasiner pendant le temps des fêtes. C'est le temps d'être avec la famille, d'avoir du fun. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps des petits temps de vente. Puis aussi, pour le genre de propriété, il y a des temps de vente aussi. OK. Exemple, très rapidement, aussi au Québec, de janvier à juillet, ça va être plus des propriétés qui vont être advenant peut-être du 600 000, 700 000 et moins. OK. Puis après ça, les maisons de prestige vont se vendre plus justement, août, septembre, octobre. Ah ouais, fait qu'il y a vraiment des périodes selon le type de propriété. Mais c'est juste ça, on regarde un échantillon quand même assez global. On peut remarquer que les maisons achetées ou vendues de prestige semblent être plus dans ces dates-là. T'as étudié ça, là. Ouais, mais c'est vraiment, tu peux aller le voir avec un échantillon, tu peux aller voir directement que les maisons de prestige se vendent un petit peu plus en septembre, août. Donc, Okay. puis les autres propriétés. Donc, aussi, c'est pourquoi, je peux donner pour être plus précis, les bails finissent en juillet en général, les gens qui sont en appartement. Donc, les premiers acheteurs, généralement, ne vont pas s'acheter une maison à 1,5 million. Non, Ils vont s'acheter une propriété, leur première propriété à 500, 400, 500 000. Donc, vu que leur bail finissent en juillet, ils vont magasiner de janvier à juillet, ils vont trouver leur propriété, mettre les délais à leur bail. Oui. Donc, ils finissent leur bail au mois de juillet et ils emménagent dans leur nouvelle propriété pour l'été. Donc, ils ont leur nouvelle propriété comme premiers acheteurs. Donc, c'est aussi pour ça que je disais les premiers acheteurs sont beaucoup avant le bail, tandis que les deuxièmes, troisièmes acheteurs qui s'achètent une maison qui sont plus 700, 800, 900 000 sont rendus à leur troisième vente peut-être de propriété. Ils ont fait plus de liquide, ils peuvent s'acheter une maison qui coûte plus cher. Donc, eux, ils n'ont pas de délai de bail. Ils vendent quand ils veulent, puis ils achètent quand ils veulent. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils vont vendre aussi après l'été. Fait qu'ils pensent à vendre, advenant, ils ont une propriété à 900 000 avec une belle piscine, ils veulent la vendre, mais ils veulent pas le vendre pendant l'été, tu veux pas être dans un déménagement. Non, Donc, c'est ça. tu finis le dernier été avec ta propriété, tu arrives au août, septembre, puis tu vends ta propriété, tu t'en vas dans la nouvelle avant l'hiver. C'est bon à savoir. Est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis que tu as été confronté avec ta profession, ton métier? D'être ton propre boss. Fait que d'être organisé puis à ton affaire. Fait qu'il y a personne qui t'appelle pour te dire de te réveiller le matin, puis il y a personne qui te dit d'appeler ton client, il y a personne qui te dit rien. Fait qu'advenant, c'est le défi d'être organisé dans le fond. Faut que tu sois à ton affaire, faut que tu sois à tes choses, faut que tu fasses tes rappels, puis là, t'oublies. Fait que faut que tu fasses un horaire. Tu sais, si t'es habitué d'être quelqu'un qui était salarié avec un boss ou dans une compagnie, t'es habitué d'avoir une certaine structure qui venait naturellement. Oui, c'est ça. Mais là, t'as plus de structure, c'est toi qui dois faire ta structure, donc tu peux oublier beaucoup de choses. Donc ça, c'est comme le plus gros défi pour n'importe qui devient courtier immobilier. Oui, parfait. Mais des fois, c'est ça, vous avez des équipes, donc il y a des secrétaires, des choses comme ça. Exactement. Qui peuvent aider aussi. Moi, dans mon équipe, j'ai une secrétaire, donc c'est sûr que ça aide beaucoup, mais encore là, c'est pas ma secrétaire qui va m'appeler pour me dire « réveille-toi, Mathieu ». Oui, non, c'est ça, exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Parfait. Puis un accomplissement dont tu es fier? C'est cette année. Cette année, j'ai vendu ma maison à 1,4 million. Quand même, hein? Ouais. Félicitations. Ouais, acheter, ce que j'ai dit vendu, mais acheter. OK. Puis on cherchait avec mon client depuis un petit bout, fait que j'étais vraiment content que... Super! C'est vrai que c'est un bel accomplissement. Maintenant, à ton avis, quelles sont les prévisions sur le marché immobilier au Québec? C'est très vague. C'est sûr que je suis pas un professionnel, donc si j'y vais avec ce que j'entends, en parlant avec d'autres professionnels, mais on peut s'imaginer qu'il va y avoir un arrêt au niveau de l'intérêt. L'intérêt qui fait ça comme ça depuis très longtemps. Ouais. Qui voulait, en fait, arrêter ce qui se passait pendant la pandémie là, pour que ça se calme un peu les achats, la surenchère et tout. Donc, on pourrait imaginer une diminution de la surenchère. Ben, ça, c'est déjà le cas, mais aussi une diminution des intérêts. Okay. Donc, c'est ce qu'on pourrait s'imaginer dans les temps à venir, mais encore là, je suis pas professionnel, donc je ne veux pas donner de l'information qui ne pourrait ne pas être ça. OK, merci. Et ensuite, pour terminer, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui voudraient faire carrière dans ton domaine? D'être persévérant. Ouais. Persévérant, c'est pas facile, c'est pas Selling Sunset. Est-ce que tu connais Selling Sunset? C'est sur Netflix. Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Mais j'ai pas le temps d'écouter la télé, vraiment. C'est sur Netflix, c'est une émission de télé-réalité, c'est des courtiers immobiliers, mais à Los Angeles. OK. Qui vendent le rêve d'être courtier immobilier, puis qui font des millions, puis tout, blablabla. J'en ai entendu parler, oui.
Puis quand cette émission est sortie sur Netflix, il y a eu un boom de courtiers immobiliers partout. Tout le monde Ça a veut continuer. influencé. De malade. Mais c'est pas la réalité. C'est pas, tu rentres pas dans une propriété à 5 millions, puis ton client fait wow, les murs sont beaux pis sont blancs. OK, je l'achète, merci, bonsoir. Ouais, Je fais une commission de 300 000 $. C'est pas la réalité, c'est pas vrai. Mais peut-être aux États-Unis, ça fonctionne de même, mais peut-être les 10 plus gros courtiers aux États-Unis, peut-être pour eux ça fonctionne, là, mais sinon en général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais d'être persévérant, c'est un travail qui est quand même très, très, très difficile. Donc, de ne pas lâcher. Puis si tu lâches pas, ben la roue va finir par tourner, puis tu vas aimer ton travail, puis ça va être le fun. excellent, c'est des bons conseils. Donc, pour terminer, ben, je tiens à te remercier d'avoir accepté de participer à mon podcast. Je suis vraiment contente. Merci. Puis, je remercie également Gourou. Gourou. Cheers! Alors, je sais pas si tu voudrais promouvoir tes réseaux sociaux. Donc, si les gens veulent t'avoir comme courtier immobilier, qu'est-ce qu'ils font? Mon nom, c'est Mathieu.immobilier directement sur Instagram. Sinon, Mathieu Dufresne sur Facebook. Vous pouvez me rejoindre, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un texto si vous avez des projets pour vendre, acheter, investissement. Ou commercial aussi également. Je fais beaucoup de commercial. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message puis je vais m'occuper de vous. Excellent! Merci encore! Bye tout le monde! À la prochaine! N'oubliez pas de commenter, de liker pour pousser les vidéos. Merci! Bye bye!